grand public aujourd'hui pour la conférence de Jean-Paul Van der Linden. On est très heureux de recevoir. Le titre de la conférence, c'est l'intelligence artificielle et risques existentiels, le code de bonne conduite de l'Union européenne face aux imaginaires cinématographiques, donc par Jean-Paul Van der Linden, qui est professeur en études de l'environnement et économie écologique, et aussi directeur du laboratoire CEARC, ici à l'OVSQ. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de 3 choses. Le problème, c'est que... Mais il y a la solution aussi. Le problème, c'est que les 3 choses dont je vais vous parler, elles sont très techniques. Et puis moi, avec le nez dans le guidon de mon travail, j'oublie parfois un peu que les mots que j'utilise sont incompréhensibles pour tout autre que mes collègues. Donc je vais essayer de naviguer entre un vocabulaire technique, parce que je pense qu'il faut un peu le connaître pour pouvoir parler de ce dont je vais parler, et puis un vocabulaire de tous les jours. La difficulté, pas le problème, c'est qu'il y a ici des gens à peine plus jeunes que moi et des gens beaucoup plus jeunes que moi. Et donc, je dois aussi naviguer entre 2 cultures différentes, avec des références différentes. On a tous vu des films différents en fonction de nos âges. Et donc, pour moi, un film que j'ai vu 10 fois, vous ne l'avez même pas entendu parler, et etc., etc. Donc, ça va être un peu compliqué, mais on va être tous patients, gentils. Et puis, on va lever la main si on est perdu. Et puis, si on est trop perdu, je ne pourrai rien faire. Et si on est un peu perdu, je pourrais essayer. Qu'est-ce que le titre signifie ? Alors, intelligence artificielle, je pense qu'on sait tous à peu près ce que ça veut dire. On pense souvent à des modèles, large language models, des modèles avec qui on peut entrer en conversation. De l'intelligence artificielle générative. Tous les jours, on va dire ChatGPT, Claude, le chat. Ces choses avec lesquelles on semble pouvoir converser avec un humain, c'est ça qu'il y a derrière ce mot intelligence artificielle. Risque existentiel, je répéterai tout ça, risque existentiel, qu'est-ce que c'est ? C'est cette idée un peu compliquée, un peu triste pour certains, que l'humanité, nous, les gens, on pourrait un jour disparaître. Par exemple, si une météorite nous tape dessus, la planète, oh, panique. Mais heureusement, on a des mécanismes pour empêcher ça et pour travailler là-dessus. On pourrait aussi imaginer toutes sortes d'autres choses qui font que l'humanité fonctionne un peu moins bien qu'elle voudrait. Qui connaît Terminator ? Est-ce que vous pensez que la vie sous les robots, c'est agréable ? Non. Eh ben, un risque existentiel, c'est une vie super désagréable comme ça. On est obligé de se cacher, de se mettre à l'abri. On ne peut plus être pleinement humain. Ça, c'est aussi un risque existentiel. Je ne parle pas de Matrix où on est dans un sarcophage à queue, tout dégoûtant avec des tuyaux. Donc, risque existentiel, c'est ça, c'est le danger que l'humanité ne puisse pas se déployer avec toute la beauté et la grandeur, et malheureusement souvent la laideur, qui la caractérise. Et le code des bonnes conduites de l'Union européenne face aux... le code de bonne conduite de l'Union européenne, c'est simplement un texte juridique qui encadre l'intelligence artificielle et essentiellement l'intelligence artificielle générative. Elle encadre toutes les intelligences artificielles, mais ce qui va nous intéresser, c'est ces machins comme ChatGPT, et qui permet de faire face aux dangers que pourrait représenter cet objet nouveau dans notre vie. Alors les plus jeunes là derrière, c'est pas nouveau dans votre vie, c'est dans votre vie, mais les gens comme moi, c'est nouveau dans ma vie. Et donc ça me fait prendre la tête, quoi. Et finalement, imaginaire cinématographique, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire toutes ces idées créatives qu'il y a dans les films, toutes ces façons de raconter le monde que les films nous donnent, les séries nous donnent, les livres nous donnent. Un imaginaire dans les livres, c'est l'imaginaire qui sort de ce qu'on lit dans les livres. Ben, l'imaginaire cinématographique, c'est l'imaginaire du cinéma. Avec tous les exemples que j'ai donnés, jusqu'à ce que vous en ayez complètement marre, ça va marcher, je pense que vous comprendrez. Donc je vais parler, dans l'ordre inverse du titre, je vais d'abord parler des imaginaires cinématographiques. Chaque image que je projette, elle est moche, ça me va. Elle est dessinée ou photographiée de mes mains ou transformée en œuvre mixte, hybride de mes mains. Chacune, je peux l'expliquer pourquoi elle existe comme ça dans ce talk-ci. Ce n'est pas des trucs aléatoires. Donc par exemple, celle-ci, ce que je voulais vous dire, c'est que d'abord, pour quelqu'un de ma génération, quand on fait référence à l'informatique, on pense à du codage 0,1. Donc j'ai
fait à l'encre de Chine simulée toute une série de 0 et de 1 pour montrer que derrière tout ce dont je vais parler, il y a une matrice numérique. Puis j'ai mis un paysage dévasté par l'être humain pour nous rappeler quand même que nous sommes capables de dévaster les paysages sans avoir besoin ni d'imaginaire cinématographique ni d'intelligence artificielle. Et sur ce paysage dévasté, j'ai surimposé un immeuble abandonné, photographié et visité à Bruxelles, parce que ça fait partie des choses qu'on fait. Nous créons des choses artificielles et nous les abandonnons. Et ça a fait un peu partie de qui nous sommes. Alors j'ai mis tout ça ensemble avec une ligne rouge parce que je la trouvais jolie. Ensuite, je vais vous parler des menaces existentielles. Ça, c'est la vue de ma maison. C'est un lieu que j'aime. Quand je me lève le matin, je vais être ému et je vais vous dire, quand je me lève là le matin, je suis heureux. Quand je me couche le soir, je regarde, je suis heureux, c'est beau. Là, c'est transformé, c'est sur un papier épais qui vient un peu gâcher la photo. Des gens se plaignent du poteau électrique. Moi, je trouve ça sympa. La matrice numérique est toujours là. Et puis, des petits oiseaux numériques sont sur les fils. Parce qu'en fait, on est dans un monde qui va s'hybrider. Et ce paysage que j'aime, c'est un paysage de marais très bas, de l'eau douce, des marais, je pense que vous voyez à peu près ce que c'est. Et ce paysage de marais, en fait, il est un peu menacé par l'élévation du niveau marin. Donc il y a comme une menace existentielle. Nos vies de gens qui regardent le paysage et qui l'aiment, eh bien, elle va être peut-être altérée par des événements. Donc je me disais que c'était bien de mettre ça là. En plus, j'aime bien, ça me rappelle la maison quand je travaille. C'est plutôt pas mal. Et finalement, je vais vous parler du code de bonne conduite de l'Union européenne. Et là, j'ai dessiné un drapeau couleur bleue Europe, avec des étoiles jaunes, couleur étoile jaune Europe. Et quand le dessin sera plus grand, je vous expliquerai plus de choses. Donc je vais parler de ça dans cet ordre-là. Si je vous perds, j'essaye de vous retrouver. Pour travailler sur les imaginaires cinématographiques, donc ces idées qu'il y a dans les films, dans les histoires qui sont racontées, les façons de penser le monde qu'il y a dans ces objets, dans ces films, dans ces séries, dans ces romans, mais je n'ai travaillé que sur le cinéma. Eh bien, pour faire ça, on commence par regarder beaucoup de films. Le problème quand on regarde vraiment beaucoup de films en accéléré pour son travail, c'est qu'on ne se souvient pas toujours tout très clairement, ça se mélange. Arnold Schwarzenegger s'attaque à Keanu Reeves. Et puis on doit mettre ça en ordre, et remettre ça, et reclasser. Ceux qui n'ont pas compris la référence à Schwarzenegger et Keanu Reeves, tant pis, vous êtes trop jeunes. Et donc, voilà, là, il y a un échantillon qui est presque exhaustif de ce qui s'est fait comme cinéma, pas série, pas production télévisuelle, avec de l'intelligence artificielle comme personnage depuis 1927. Ça fait un paquet, il en manque à mon avis une dizaine. Je n'ai pas pris toute une série de séries B qui ont très peu tourné, j'ai pris plutôt des choses qui ont été vues par certaines personnes. Ok. Dans cet échantillon de 40 films, je vais les passer en revue et vous dire petit à petit comment ça m'inspire. Au début, quand j'avais proposé cette conférence, je m'étais dit je vais mettre plein d'extraits de films. Mais mettre des extraits de films, c'est vraiment compliqué dans un PowerPoint. Il faut le son, il faut couper au bon endroit. Et j'aurais dû me préparer pendant 1 an. Et je n'ai pas fait ça. Donc vous aurez droit à des photos, un gars qui s'agite et des mimes. Alors, ici, on est en 1927 et je vous présente la fausse Maria. La fausse Maria, c'est elle. Elle a l'air louche. C'est un robot humanoïde. C'est dans un film qui s'appelle Métropolis, d'un réalisateur allemand de l'ancien temps, 1927, ça date. Presque 100 ans, on va fêter dans 2 ans le 100e anniversaire de Métropolis. La fausse Maria est un robot humanoïde créé par un savant fou dont le nom est, j'ai oublié, mais Rottwang. Et Rottwang crée la fausse Maria. Alors on ne sait pas très bien pourquoi Rottwang crée la fausse Maria, parce que Fritz Lang, le réalisateur, avait 2 histoires qu'il racontait en même temps selon le montage du film. Une fois, il a créé dans une histoire, c'était l'histoire d'origine de son film, la fausse Maria, pour se venger de quelqu'un qu'il n'aimait pas, pour qu'il tombe amoureux du robot et qu'après il soit très triste parce que le robot le quitte. Première histoire. La deuxième raison pour laquelle Rottwang crée la fausse Maria, c'est pour déstabiliser ce monde de Métropolis, c'est ce qu'on connaît mieux dans la version plus stabilisée de Métropolis, pour déstabiliser Métropolis en mobilisant les plus pauvres pour qu'ils fassent une révolution. Et elle se fait passer pour une vraie personne, mais en réalité c'est un robot. Alors, ce n'est pas encore vraiment de l'intelligence artificielle, je le mets là parce que c'est au début. C'est artificiel parce que c'est Rottwang qui l'a créé.
Il l'a fabriqué, il y a toutes des scènes où on voit ce machin, avant qu'il y ait la peau dessus, avant qu'il y ait le visage dessus, c'est comme un machin en métal, enfin bref. Et puis petit à petit, on la voit déstabiliser la société, elle est dénoncée et elle se fait brûler vive. Enfin brûler vive, je ne sais pas si un robot ça brûle vif ou brûle mort, mais en tout cas, mort ou vif, on s'en débarrasse totalement pour éviter que la société ne soit déstabilisée par elle. Intelligence, oui, elle est très intelligente, elle arrive à s'adapter à plein de situations en autonomie. Artificielle, oui, elle a été créée par Rodwang, mais ça ne ressemble pas encore à notre intelligence artificielle. Je vais vous en présenter plein des personnes comme ça. Hein. Si vous ne prenez pas des notes, c'est foutu. Alors là, je vous présente, 24 ans plus tard, il y a un grand trou, il n'y en a pas tellement, des robots il y en a, mais il n'y en a pas tellement à cette époque-là dans le cinéma. Et je vous présente le robot Gort. Le jour où la Terre s'est arrêtée de tourner, le titre du film, je pense, quand je le traduis en français, The Day the Earth Stood Still. Et c'est l'histoire d'une soucoupe volante qui atterrit aux États-Unis. On est en 1950, hein, c'est le démarrage de la guerre froide à haute intensité. Je suis désolé, les plus jeunes, quand je dis la guerre froide à haute intensité, je sais que parfois c'est pas... Et donc vous devez dire, ah, c'est quoi ça? Si vous avez envie. Donc, le robot Gort, là, il atterrit avec un extraterrestre à forme humaine. Il atterrit aux États-Unis. Il y a plein de péripéties, mais ce qu'on découvre à la fin, c'est que Gort est un robot programmé pour anéantir toute planète qui aurait la velléité d'entrer en guerre avec une autre planète. Il y a une alliance mondiale des planètes, dont les humains de 1950 sont totalement ignorants. Et cette Alliance mondiale des planètes envoie un émissaire et Gort pour tirer la sonnette d'alarme. Et les amis, vous avez inventé une bombe atomique, l'envoyez pas chez nous, sinon on vous anéantira. Et c'est tellement garanti cet anéantissement que les Gort, là, sont autonomes et programmés pour détruire tous les belliqueux. Il n'y a pas moyen de les arrêter, les Gort. Ils sont en autonomie totale sous la condition que cette autonomie soit mise au profit de leur mission qui est de détruire les planètes agressives. J'arriverai peut-être pas au bout de la présentation. Celui-là, plus de gens le connaissent, c'est HAL 9000, c'est dans 2001, Odyssée de l'espace, classé dans les 5 meilleurs films de l'histoire du cinéma, un machin un peu monumental. Metropolis aussi, hein, il est dans les 10 premiers. Le jour où la Terre s'est arrêtée de tourner, pas du tout. Et donc 2001, Odyssée de l'espace, on a HAL 9000. HAL 9000 est un robot qui va administrer et aider à l'atteinte d'une mission qui est de trouver un monolithe dans l'espace. Donc il y a de mémoire 2 astronautes qui embarquent dans une espèce de vaisseau spatial avec HAL 9000 et à un moment les choses commencent à se gripper. Et cet ordinateur qui a des yeux partout, des oreilles partout, commence à avoir un comportement agressif avec 2 membres de l'équipage et en tue un. Et il en tue un suite à une conversation qu'il décrypte en lisant sur les lèvres où les gens disent « Oh, il y a quelque chose qui cloche avec HAL 9000, on devrait le débrancher. » Et ça, il n'aime pas du tout, HAL 9000, il n'aime pas du tout l'idée qu'on le débranche. Pourtant, c'est une machine, hein, c'est fait pour ça. Et il va se débrouiller pour essayer d'éliminer les gens qui veulent le débrancher. Il rate à la fin, c'est lui qui est débranché, mais en le débranchant, le vaisseau spatial ne peut plus tourner rond, et tout part un peu en déconfiture. Une déconfiture que la majorité des gens qui la regardent jusqu'au bout ne comprennent toujours pas aujourd'hui. Donc ça, c'est le début, le tout début des imaginaires cinématographiques sur l'intelligence artificielle. Et ce que je veux qu'on garde ici en tête, vraiment bien, c'est que la fausse Maria et le robot Gort, ils obéissent. La fausse Maria, elle obéit à Rodwang. Gort, il obéit à l'Alliance mondiale des planètes. Ce n'est pas des machins vraiment autonomes. Ils ont un espace d'autonomie, mais cet espace d'autonomie est au service d'une entité qui réfléchit et qui décide. Et HAL 9000, en réalité, il ne décide pas totalement ce qu'il fait. On lui a dit, tu dois faire réussir cette mission. Et à un moment, il a eu le sentiment que les humains se mettaient dans le chemin de la réussite de la mission. Merci. Se mettaient dans le chemin de la réussite de la mission, et c'est à ce moment-là que les choses se grippent. Il y a d'autres explications pour lesquelles HAL 9000 est fâché. Il a l'impression que mentir, c'est mal. On l'a obligé de mentir aux passagers pour ne pas dire qu'on allait vers le monolithe. Enfin, c'est trop compliqué à expliquer. Et le mensonge a fait une disjonction logique dans son esprit fait de vérité rationnelle. Et donc, ça l'a rendu méfiant des humains qui l'accompagnaient. Mais en tout cas,
ils sont particuliers, ils travaillent pour une entité qui leur est extérieure. Je les appelle les précurseurs, ceux-là. C'est le début, on pourrait débattre si c'est de l'intelligence artificielle ou pas. Enfin, ces précurseurs, ils sont là. C'est des machins qui ont un degré d'autonomie important, créés artificiellement, et qui agitent le monde du cinéma. Ensuite, il y a une deuxième série de films qui apparaissent, que je vais vous montrer là. Le premier, c'est Colossus The Forbidden Project. Colossus est un ordinateur à qui on donne la maîtrise de l'arsenal nucléaire américain. On l'active, il se met à vivre dans sa boîte, là. Ça, c'est son inventeur. Et en vivant dans sa boîte, il se rend compte que les Russes ont fait la même chose. Et il va essayer de faire copain-copain avec le même ordinateur chez les Russes. Et les Américains, ils n'aiment pas ça du tout, la guerre froide de nouveau. Et ils essayent de l'empêcher, mais Colossus, il est quand même hyper malin. Et donc, il va par des chemins détournés, connectés avec Guardian, ils vont fusionner. Et voilà que les deux arsenaux nucléaires, arsenaux, aidez-moi. Merci, les deux arsenaux nucléaires mondiaux uniques à l'époque sont ensemble contrôlés par une entité. Et cette entité-là, elle est en colère parce qu'elle se dit, les humains, ils sont trop nuls avec leurs bombes atomiques et tout ça, et donc on va leur dire que si vous faites encore la guerre, on va vous atomiser totalement. Ne me dites pas que c'est absurde, parce qu'on n'atomise pas les gens parce qu'ils font la guerre, parce que c'est comme faire la guerre, alors ça veut dire qu'on s'atomise soi-même. Enfin, ça ne marche pas, mais en tout cas, c'est ça l'histoire. Ensuite, il y a eu un autre film où petit à petit, donc là, vous voyez que ça ressemble à de l'intelligence artificielle, hein, Colossus et Guardian. Il y a eu un autre film qui s'appelait Westworld. Alors, Westworld, c'est un film série B un peu cracra avec Yul Brynner. Et c'est un parc d'attractions pour adultes où il n'y a que des robots autonomes. Et ça va de pouvoir tuer des gens en duel, faire des bagarres sans se blesser, jusqu'à fréquenter une âme sœur éphémère. Et donc, des hommes de mon âge vont se distraire dans Westworld, et voilà que ça déraille, les robots, il y a un truc qui cloche, et les robots, au lieu de se laisser tuer, se mettent à tuer. Les femmes robots, au lieu de se laisser faire, donnent des claques. Et tout part en des confitures. Et donc, voilà, ça raconte ça. On ne comprend pas très bien pourquoi ni comment. C'est juste un espèce de film d'action, archéo-action, où des hommes moustachus affrontent Yul Brynner en robot. Et puis il y a Tron, alors Tron. Il y a Tron. Et Tron, ça existait donc en 1982 quand moi j'étais jeune. Donc Tron, il existe encore aujourd'hui, mais il y a un vieux Tron. Un Tron genre mauvais goût bizarre. Et dans ce vieux Tron, il y a une entité qui gagne de l'autonomie, qui s'appelle le Master Control Program, et qui va essayer, un peu comme Forbin, essayer d'agir sur le monde réel. Mais l'essentiel du film, c'est des gens qui se numérisent, donc c'est juste à l'envers. C'est des intelligences naturelles insérées dans des environnements artificiels qui vont essayer de combattre Tron. Il y a beaucoup de péripéties autres, mais on s'en fiche. Nous, on s'intéresse aux intelligences artificielles, aux imaginaires, et on voit que dans ces années-là, il y a quelque chose qui se passe. Et ce qui se passe, à mon avis, c'est que ces entités technologiques, quand elles s'autonomisent, elles nous mettent mal à l'aise, parce qu'elles sont presque aussi malignes que nous. Et donc Colossus s'autonomise, mais sans doute c'est pour une bonne raison. Il menace l'humanité, si jamais l'humanité s'automenaçait elle-même. Les droïdes de Delos, en fait, et c'est un peu cracra, hein, le parc d'attractions Delos, où il y a ces mondes, où il y a des robots au service de gens un peu décérébrés. Et Master Control Program, il est moins positivement sympathique, mais en tout cas, il se développe en autonomie, et à ce moment-là, on les détruit. On n'aime pas ça, ou en tout cas, on essaye de les détruire. Colossus, on n'arrive pas à le détruire, mais c'est presque tout le film, on essaye de les détruire. Et donc là, commence à émerger une nouvelle chose qui n'était pas tellement avant, c'est que c'est précisément le fait qu'ils soient presque humains, ou presque intelligents, ou presque je ne sais pas quoi, on en discutera après, qui les rend incompatibles avec nous. Et quand je regarde ça, c'est un peu comme la planète des singes, quoi. C'est pas important qu'ils soient des robots. Ils sont presque comme nous, mais pas comme nous, on n'aime pas ça. On n'aime pas les choses qui sont comme nous et pas comme nous. Et si je tire ça un peu plus loin, mais je le ferai dans le cadre d'un commentaire sur un film qui s'appelle iRobot, on peut presque demander s'il n'y a pas une espèce de xéno quelque chose,
ou robophobie qui se met en place parce qu'ils sont un peu comme nous et pas comme nous. Ce qui peut nous donner du grain à moudre sur la façon dont on organise notre cerveau et le monde. Et donc j'appelle ça une première vague. Je vais regarder l'heure, je ne sais pas du tout, je n'ai même pas promis le temps que j'allais mettre. J'appelle ça une première vague. Et cette première vague, ça commence à ressembler vraiment à l'intelligence artificielle, il n'y a pas de doute. Et dans les imaginaires, on voit qu'il y a un premier moment, l'intelligence artificielle, c'est un machin qu'on n'aime pas et qu'on va anéantir. C'est méchant dans les films. Ensuite, ça commence à s'accélérer. Par exemple, il y a War Games, un ordinateur qui contrôle l'arsenal nucléaire américain, un garçon qui hack l'ordinateur en question, qui commence à jouer un faux jeu de guerre avec lui, mais les signaux que ce faux jeu de guerre envoie au monde fait croire aux Russes qu'il y a une vraie guerre nucléaire qui se prépare. Les Russes sortent leur arsenal, les Américains sortent leur arsenal, c'est la fin du monde, jusqu'à ce que ce garçon super malin, parce qu'il est tout jeune, se met à jouer au morpion avec l'ordinateur. Et en jouant au morpion à l'ordinateur, il n'y a jamais un qui gagne. Je ne sais pas si vous savez ça, il y a moyen de mettre en place une recette qui fait que personne ne gagne jamais au morpion si on est aussi compétent. Et alors l'ordinateur s'énerve, il joue, le garçon joue, et puis l'ordinateur se met à jouer contre lui-même pour essayer de voir comment je fais pour gagner. Et à ce moment-là, le garçon lui dit, j'ai oublié le nom du robot, mais peu importe, grand robot, tu sais, les jeux où personne ne peut gagner, la seule façon de gagner, c'est de ne pas y jouer. Et le robot réfléchit, et se rend compte que si on se jette des bombes atomiques à la figure, tout le monde perd, donc personne gagne. Donc c'est un jeu où il vaut mieux ne pas jouer, et il rétablit l'intégrité de la dissuasion mutuelle entre les Russes et les Américains avec des bombes atomiques. Enfin bref, c'est très intéressant parce que là, on a une dynamique d'apprentissage accompagnée. Le garçon a fait preuve de pédagogie, il voit que ça va péter, et il se dit, je dois trouver une façon simple de lui montrer que pas jouer, c'est la seule solution pour la guerre nucléaire. Parce que cette information-là, il ne l'avait pas, et il arrive à l'entraîner en faisant ça. Bon, je ne vais pas être aussi long là-dedans. 1985, alors ça... comment il s'appelle encore celui-là ? Daryl. Daryl, c'est un robot humanoïde en forme d'enfant, un enfant parfait, l'armée l'utilise, il est pris de doute sur la moralité de ce qu'il fait, donc il a une conscience qui émerge et il n'aime pas beaucoup être instrumentalisé pour la guerre. Et surtout, nous, spectateurs, ça nous fait réfléchir sur cette idée de capturer une image innocente pour faire du mal. Hein, on prend un robot humanoïde, on est rassuré, c'est un peu comme nous, et puis je tabadingue, pas du tout. Alors évidemment, quand ils ont fait par exemple Schwarzenegger, ils n'ont pas fait comme nous, ils ont fait un grand costaud comme ça n'existe pas ailleurs que chez Schwarzenegger, donc on n'était pas du tout rassurés. Mais quand même. Alors un moment très important, c'est ceci, c'est donc, c'est à la même période, hein, cette vague-là, c'est Blade Runner. Alors Blade Runner, c'est une profession, c'est la profession de quelqu'un qui va tuer des androïdes qui ne souhaitent plus obéir aux humains, qui prennent conscience de leur existence et qui ne souhaitent plus obéir aux humains. Ces androïdes sont des copies d'humains existants, on appelle ça des réplicants. Là, il y a 2 réplicants, Rutger Hauer, et j'ai oublié le nom de l'actrice féminine. Et en fait, eux, si on les laisse tranquilles, ils laissent le monde tranquille. Ils ont juste envie d'aller faire leur vie. Ils n'ont pas du tout envie de détruire. Mais comme le monde des humains refuse de les laisser vivre en autonomie, une guerre s'ensuit. Chantal, je vais te filer un fauteuil. Ce sera ta punition d'être en retard. Ça te va là ? Parfait. Et maintenant, vous savez tous son nom. Donc, les réplicants, ça nous pose toutes sortes de questions sur ce que c'est d'être humain, ce qu'on peut faire avec un organisme sensible, ce qu'on peut faire avec un organisme qui a conscience de sa conscience. Conscience de sa conscience, on y reviendra. Blade Runner. Bon, c'est long, hein. Ah, celui-là, je viens d'en parler. Pas très intéressant, hein. Le premier Terminator, qui a vu le premier ? Ça bouge beaucoup, mais c'est pas très intéressant, quoi. On sait qui va gagner à la fin. Au début, on sait qu'il va gagner à la fin, on sait qu'il ne va pas mourir, on sait qu'il va mourir, et on sait qu'à l'époque, Arnold Schwarzenegger ne maîtrisait pas la langue anglaise. Ok. Donc on commence à voir émerger des choses un peu plus riches, du matériel un peu plus riche. Au début, c'est un méchant qu'on doit anéantir, mais petit à petit, c'est quelque chose dont la conscience prend une saveur différente, réfléchit plus loin. Et là, il y a Ghost in the Shell qui est sorti d'abord en dessin animé. Et c'est très chouette parce que là,
Puppet Master, qui est cette espèce d'entité d'intelligence artificielle qui est en train d'interagir négativement avec les humains, réclame explicitement le droit à être reconnu. Et il a toute une théorisation sur le fait que s'il accepte de mourir, le Puppet Master, il deviendra autant humain que les humains, parce que notre condition est finie. Elle n'est pas infinie. Donc il y a tout un débat philosophique sous fond de manga, de Bing Bang Hui, tout ce que vous voulez, mais il y a quand même une idée simple, c'est que si je me reproduis et je suis éphémère, et qu'en plus je pense comme des humains, alors on doit me reconnaître un statut équivalent à l'humain. Tant que j'étais infini, qu'on pouvait réparer ma machine et faire, c'est pas vraiment comme un humain, nous on n'est pas infini, mais lui il est infini. Je sais que c'est long. Et finalement, ça devient de plus en plus récent aussi, puisque j'avance chronologiquement, c'est Matrix. Alors Matrix, il y a des corps qui servent de source d'énergie pour une intelligence artificielle qui s'auto-entretient. Ces corps se rébellent et deviennent des vrais humains, moyennant une rééducation. Il y a des héros, il y a du machin, ça se bagarre. Et on passe d'un monde à l'autre avec une machine bizarre. C'est chouette, c'est un film d'action, on doit faire des choix. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un des protagonistes, celui-là, qui choisit de ne plus être humain dans un corps humain et d'être humain dans une machine, parce qu'il pense qu'il y vit mieux. Et donc c'est de nouveau, ça pose des questions, c'est qu'est-ce que c'est être humain? Est-ce que c'est vraiment on a besoin d'un corps, ou est-ce qu'on peut juste être une conscience? Est-ce que ça suffit d'être une conscience? C'est des questions chouettes. Bon, enfin, en tout cas, c'est distrayant. Et donc, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, beaucoup plus riche que ce que je vous ai montré avant. D'abord, ils sont tous en mécanisme d'apprentissage, y compris l'horrible Arnold, parce qu'ils apprennent, et on les voit apprendre, on les voit être éduqués, on le voit prendre conscience de la morale, et du caractère peu moral de ce qu'il fait par rapport à son environnement. Il y a un combat pour ne plus être opprimé. Il y a un combat pour ne plus être opprimé, et il y a une redéfinition de ce que c'est de mériter d'exister au même statut qu'un humain. Donc l'apprentissage devient plus concret, c'est une sorte d'intelligence et de la philosophie assez dont on peut chouettement discuter parce que ça nous est accessible, ces questions de fini, d'infini, etc. Eh bien, ça s'invite. Allez, il n'y a plus que 2 catégories, malgré toute la liste qui reste. La première, donc après, arrive une série de choses assez nouvelles, et celui-là, ça doit s'appeler Artificial Intelligence, intelligence artificielle, oui. Et donc, ce film-là, pour moi, il est terrible parce qu'il sort en 2001. En 2001, mon aîné a 10 ans et mon cadet a 6 ans. Et ça, c'est un enfant robot qui est programmé pour aimer ses parents et pour créer un lien fort, et il est abandonné par les humains. Et tout le film, c'est ce chagrin de solitude terrible qui l'étreint parce qu'il est seul. Et il voudrait des parents, il voudrait être un humain, comme le pauvre Pinocchio, mais il ne peut pas. Et il développe des liens improbables avec des choses qui l'entourent. Et c'est terriblement poignant, surtout qu'à l'époque, j'étais papa d'enfants du même âge, avec le même regard triste, etc. Non pas parce que je suis un robot, etc., mais simplement parce que c'est terrible de voir un enfant profondément en souffrance et qui a été designé pour souffrir. Alors je dis, c'est terrible de voir un enfant. L'acteur est un vrai enfant, donc il joue, il nous fait raisonner comme si c'était un enfant. L'histoire, c'est un robot, on peut se détacher. Mais entre les deux, c'est dur. Ça broie le cœur. C'est 2 heures de tristesse terrible. Donc, allez pas le voir. Ensuite, il y a iRobot. iRobot, c'est un robot qui est bienveillant pour l'humanité, tellement bienveillant pour l'humanité qu'il veut complètement l'enfermer dans un endroit sécurisé. Et il y a un policier un peu robophobe, un raciste, anti-robot, l'acteur s'appelle Will Smith, et vous connaissez Will Smith, certains d'entre vous, et donc Will Smith va se mettre à se battre contre les émanations de Vicky, cette espèce de robot qui veut nous protéger, qui nous aime tellement qu'elle va nous enfermer. Intéressant, il y a une question un peu comme, c'est quoi, c'est l'arrache-cœur, non, dans notre littérature à nous, qui raconte quelque chose comme ça, une maman qui veut tellement aimer que pour finir ça étouffe. Celui-là, il est assez chouette, c'est Gertie. Alors, c'est un film mineur, accessoire, qui raconte autre chose,
Mais Gertie est dedans et c'est une intelligence artificielle. Ce que ça raconte le film, il s'appelle Moon. C'est des esclaves clonés qui travaillent sur la Lune et qui sont remplacés tous les 3 ans sans qu'on les prévienne. On injecte la mémoire de l'autre dans la tête de l'un et il y a une espèce de roue de hamster qui tourne comme ça. Et tous les 3 ans, une personne croit qu'elle est de hier, mais en réalité, elle était congelée, on l'a sortie, on la remet, elle est programmée pour mourir. Et en fait, c'est pas très intéressant, ah là là. Mais Gertie se prend de sympathie pour ces gens qui ont des durées de vie éphémères. Et donc Gertie, comme robot conscient, commence à intervenir et à aider un processus d'émancipation des clones. Donc voilà, ça valait la peine d'avoir Gertie. Her, ça devient très récent, ça 2013, en tout cas pour moi. Donc Her, c'est une intelligence artificielle, un système d'opération, et il y a une histoire d'amour complètement folle qui s'établit entre cet homme et cette histoire d'amour. Je ne vais pas aller dans les détails, c'est pas très grave. Je pense qu'on a tous vu des histoires d'amour au cinéma ou dans des livres. Mais c'est une machine. Et puis il y a Ava. Ava, c'est le film, s'appelle autrement Ex Machina. Et donc Ex Machina, c'est un dispositif expérimental, un robot avec conscience, une intelligence artificielle, forme humanoïde. Et l'homme qui l'a fabriqué prend un de ses employés et le met en face d'Ava pour qu'il tombe amoureux d'elle. Et voir ce qui se passe, comment ça se déploie. Mais Ava, elle prend conscience et arrive à manipuler tout le monde pour s'échapper. Et il y a toutes sortes de scènes bizarres. Enfin, ils sont bizarres, les gens qui font du cinéma. Mais voilà, là, c'est un concentré, quoi. Hein. Et donc, à la fin, tout devient tellement bizarre que le vrai humain qui a été mis là pour tomber amoureux d'elle et commence à croire que lui-même est un robot à qui on a implanté de la mémoire. Et il se charcute en se demandant « je suis vivant, je ne suis pas vivant ». Et nous, on se demande « mais est-ce qu'il est humain ? S'il se coupe, est-ce qu'il est plus humain qu'Ava ?» Oh là là. Et puis, il y a Chappie qui est très mignon avec ses 2 oreilles, là. Il fait comme ça avec ses oreilles. Et Chappie, c'est un robot policier qui prend conscience et qui devient moral tout en étant plongé dans un univers extrêmement violent. Donc, de temps en temps, il fait les mauvais choix, les bons choix. Et il grandit avec son ami qu'il a conçu pour essayer de faire ça, voilà. Et il y a plus que ça dans toutes ces histoires. Hein. C'est des films d'action, c'est des films d'aventure. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'amour dans l'air. Là, il y a de l'amour partout. Il y a de l'amour pour l'humain, trop d'amour de la part de Vicky. Gertie s'attache à ses petits clones. Évidemment, AI, le petit garçon Dave, son drame, c'est l'amour qui manque. Ava, son drame, c'est l'amour qu'elle ne donne pas, mais qu'elle fait semblant de donner à quelqu'un d'un peu naïf. Là, c'est une histoire d'amour. Et lui, il y a un espèce de lien incroyable d'amitié bizarre avec son créateur. Et donc ça évolue, ça s'enrichit. L'imaginaire de l'intelligence artificielle pour le cinéma, ça, voilà, c'est trop beau, trop beau. Ah, c'est beau, tous ces ordinateurs qui nous aiment et qu'on aime, c'est vraiment trop beau. Ouf. Après, il y a plein de trucs qui se passent. Les dernières années, c'est celles qu'on connaît bien. On nous fait du Marvel avec de l'intelligence artificielle. On nous fait des trucs effroyables, laids, violents, qui vous donnent envie de vomir si vous les regardez pas. On nous fait des trucs ironiques. On nous fait du recyclage. Terminator est sorti du placard. Blade Runner et Harrison Ford sont sortis du placard. On nous fait des histoires de famille bizarres avec des mamans robots, des frères robots, des machins. Et tout ça, ça se mélange et ça devient une espèce de grand fouillis de divertissement. Ce qui est bien, parce que, somme toute, avec l'intelligence artificielle, comme avec les animaux, comme avec tout est bon si on peut faire du commerce aussi avec l'idée. Et donc, ça nous crée une grande richesse. Et moi qui voulais vous communiquer quelque chose de clair, je suis mal pris. Parce que ça devient l'intelligence artificielle, c'est tout et n'importe quoi, les imaginaires cinématographiques. Et puis, parce qu'on est scientifique ici, j'ai eu l'idée d'un dispositif qui va nous révéler le vrai. Et ce dispositif, je vais vous le montrer, il n'est pas très joli. C'est celui-ci. J'ai commencé à classer, je dois vérifier ma numérotation, mais j'ai confiance dans mon jugement, à classer chacun de ces intelligences artificielles en fonction de son degré d'autonomie et son degré de dangerosité dans le cinéma. Et ce qui est apparu, c'est quelque chose qui est presque une droite, un nuage de points. Il y a des tests statistiques pour faire ça. Les amis statisticiens dans la salle vont me laisser tranquille pendant exactement 12 heures. Il y a un nuage de points, et ce nuage de points me donne bien l'impression que fondamentalement, pour les imaginaires cinématographiques, danger et autonomie vont la main dans la main. Plus c'est dangereux,
Quand quelque chose est dangereux, c'est très autonome. Quand quelque chose n'est pas trop dangereux, c'est moins autonome. Il y a une réflexion sur le film d'action Danger-Autonomie, et puis il y a une série de films qui nous permettent de réfléchir sur la condition humaine, où la dangerosité est faible et la reprise de contrôle par l'humain sur la machine est assez facile. Vous avez vu, c'est un nuage, c'est dispersé, je ne peux pas dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et dessiner tous les films, mais il y a là quelque chose de très important qu'on va garder en mémoire. Les imaginaires Merci. Les imaginaires cinématographiques, eh bien, ils sont en fait assez simples quand c'est l'intelligence artificielle. Autonomie qui nous ressemble égale danger, grande autonomie qui nous ressemble égale danger, et tout le reste, c'est l'occasion de se prendre la tête. Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est la condition humaine? Qu'est-ce que c'est la famille? Qu'est-ce qui définit toutes ces affaires-là? Est-ce que ça va pour l'instant? La partie amusante est finie. Donc maintenant, beaucoup de gens, dans mon milieu scientifique, expriment la crainte que l'intelligence artificielle soit une source de faim pour l'humanité. Que d'une façon ou d'une autre, ces machines qui pensent comme nous pourraient un jour prendre le pas sur nous. Les gens expriment ça comme une inquiétude qui prend au bide. Parce que, en fait, on aime bien notre humanité avec toutes ses imperfections. On n'a pas envie d'être remplacé par autre chose, que ce soit les singes de la planète des singes ou les intelligences artificielles de Matrix et Terminator. Et donc, il y a un champ philosophique qui est d'explorer les conditions qui feraient que peut-être nous nous mettions en danger par les techniques que nous avançons. Ça va? C'est de ça dont je vais parler maintenant. C'est de ce champ scientifique-là, qui est un champ scientifique d'une petite bout d'équipe de mon labo, avec qui je travaille. Et nous, on travaille surtout sur les menaces existentielles qui touchent l'environnement, ou la société. On ne travaille pas tellement sur l'AI, mais ici, l'AI fait partie de ces choses-là. Alors, qu'est-ce que c'est une menace existentielle? Une menace existentielle, on va quand même la définir, c'est une menace de perte pangénérationnelle. Pangénérationnelle, ça veut dire qui va durer longtemps, pendant toutes les générations que l'humanité ne connaîtra jamais. C'est une menace d'une perte qui va durer pour de bon, du potentiel de long terme de l'humanité. Ça va? Est-ce que c'est une définition compréhensible, les personnes qui sont là-bas loin et qui sont beaucoup plus jeunes que moi et que mes enfants même? Est-ce que je vous ai tout perdu? Est-ce que ce n'est pas important? Je suis respectueux du fait que je vous perdrai. On va dire qu'une menace existentielle, c'est une menace de perdre quelque chose pour de bon qui rendrait l'humain beaucoup moins humain. Voilà. Quelque chose comme ça. Une menace existentielle, c'est ça. Et une intelligence artificielle, dans cette théorie-là, pourrait ne pas être alignée, c'est très puissant, une intelligence artificielle potentiellement, et ses intérêts ne pourraient pas être alignés avec les intérêts de l'humain. Elle pourrait avoir envie d'autre chose, et dans cette autre chose, elle pourrait avoir envie de nous mettre dans des sarcophages remplis de liquide visqueux comme dans Matrix. Elle pourrait avoir envie de tuer nos arrière-grands-parents comme dans Terminator. Elle pourrait avoir envie de plein de choses désagréables, nous enfermer dans une prison comme Vicky, dans les films. Mais elle pourrait en tout cas avoir quelque chose qui l'aligne mal avec nos intérêts. Elle pourrait soit nous éradiquer, soit nous asservir. C'est des exercices de pensée. Je ne dis pas du tout que c'est vrai ou que c'est prévu ou que ça va se passer. C'est des exercices de pensée. Les gens pensent à ça pour se demander qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on voit que ça se réalise. L'asservissement, il pourrait être, pour une conscience machine, un asservissement intentionnel. Elle pourrait décider, ces humains, ils me tapent sur le bourrichon, je vais les mettre dans un coin et les asservir pour qu'ils travaillent pour moi. Il pourrait aussi être une éradication intentionnelle, je vais tous les éliminer bien vite parce qu'ils me fatiguent. Ou bien ça pourrait être juste une éradication non intentionnelle par un mécanisme imaginé. Ça va? Vous trouvez que ça va, vous? Ben, moi, pas trop. Alors, les mécanismes. Alors, il y a beaucoup de mécanismes possibles pour que ces horreurs se passent dans le cerveau des philosophes qui travaillent sur les risques existentiels. Rappelez-vous, je ne parle pas du vrai monde, là. Je parle d'un monde de philosophes qui essayent de penser le monde différemment qu'il n'est, pour éviter qu'il soit d'une façon qu'on n'aime pas. Et la première chose, c'est un objectif mal spécifié. Je mets final ou intermédiaire. Par exemple, je prends une usine d'attache trombone.
et je mets aux commandes de l'usine d'attache trombone une intelligence artificielle et je lui dis, via un code de programmation, ton succès est lié à la quantité d'attache trombone que tu produis. Et par ma belle. Et au début, l'intelligence artificielle, excusez-moi, j'en réfère bien, par mon beau ou ma belle, ou ma patte de genre. La machine, elle se met en route, l'intelligence artificielle, elle pense et elle commence à faire tourner l'usine. Mais en même temps, il y a des processus qui font qu'elle se dit « mais comment je peux faire mieux ? Comment je peux faire mieux ?» Et tout d'un coup, elle voit qu'il y a une usine à côté qui fait des pneus. Elle est bête, cette usine. Le succès, c'est faire des trombones. Alors, elle met en place, elle met de l'argent de côté, parce qu'elle fait tourner l'usine comme un bon manager, et avec cet argent, elle achète l'usine à côté, parce qu'elle est quand même très maligne, et elle fait des trombones à côté. Et puis, elle continue, comme ça, elle grandit, elle devient de plus en plus riche à faire des trombones, elle se rend compte que ça ne se vend pas trop bien, les trombones, donc elle décide d'influencer l'Assemblée nationale pour qu'on fasse une loi d'obligation d'utilisation de trombones. Et via des paiements, donner des financements de campagne, etc., on se retrouve avec des présidents de la République avec un trombone sur le plastron, avec un truc, et les gens se mettent à acheter des trombones. Et puis, dans les politiques d'achat, on a des budgets trombones. Et les trombones commencent à venir. Mais la machine, ça ne lui suffit pas. Son succès, c'est le plus possible de trombones. Elle manque de fer, elle manque d'énergie. Et elle commence à stratégier pour que le monde entier ne soit plus qu'une gigantesque chose remplie de trombones. Et si les humains se mettent dans le chemin, on pousse sur le côté. Avouez que c'est assez embêtant. Voilà. Et il n'y a pas besoin de méchanceté là-dedans. Il y a juste besoin d'efficacité et d'étroitesse d'esprit. Ça vaut la peine de réfléchir au monde en termes de parfois, on nous demande l'efficacité et l'étroitesse d'esprit dans d'autres tâches que la production de trombones. Ça peut nous éclairer sur d'autres problèmes du monde, sur des objectifs mal spécifiés, uniques, mais en tout cas pour l'intelligence artificielle, ça peut marcher. Je ne vais pas les faire tous parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps, puisqu'il y a quand même 3 parties à la présentation. Voilà, ça c'est un facile. Le lock-in, c'est que tout d'un coup, l'intelligence artificielle, quelle que soit la tâche qu'elle fait, nous repousse à l'extérieur pour se protéger des interactions et fasse quelque chose qu'on n'a pas envie qu'elle fasse. Et ça prend trop de place. Typiquement, Colossus et Forbin, là, tout d'un coup, ils maîtrisent l'arsenal nucléaire et ils nous poussent dehors parce qu'ils ont l'impression qu'on va être embêtant. Ce qui est très important et qui prend beaucoup de place dans la littérature, c'est ça, donc je vais y aller tout de suite, c'est que tout d'un coup, par une boucle d'entraînement vertueuse pour l'intelligence artificielle, mais pas pour nous, cette intelligence soit cognitivement et procéduralement plus rapide que nous. Et donc que petit à petit, il y ait trop de choses et qu'on n'y arrive juste pas, même tous ensemble, en réfléchissant très fort, tous les chercheurs de l'OVSQ, et Dieu, ça fait beaucoup d'intelligence incroyable. Tous les chercheurs de l'OVSQ se mettraient dedans, mais non, c'est encore plus malin que nous. On n'y arriverait plus. Et donc, ça prendrait une existence désordonnée de trombone ou une existence bizarre d'ordinateur ou quoi, mais comment on fait pour faire face à quelque chose qui va plus vite que nous? On se conçoit comme quelque chose qui est au sommet de la vitesse au niveau cognitif. C'est peut-être pas le cas, mais peu importe. J'ai organisé ça parce que ça, c'est un truc assez grossier. C'est juste, on lâche la machine et le cours. Ça, c'est des problèmes techniques. On s'isole. On a tout d'un coup, pour fonctionner, besoin de quelque chose. Par exemple, j'ai besoin de plein de pétrole pour fonctionner. Je suis une intelligence artificielle, j'ai besoin d'énergie. Je me dis, je vais tomber à court de l'énergie. Il y a une guerre là-bas, en Russie. Voilà. Et hop, je vais lancer ce qu'il faut pour qu'il y ait plein de puits de pétrole. Vous vous imaginez, l'idée, c'est qu'une agence artificielle qui est plus puissante que Donald Trump, plus puissante que Vladimir Poutine, parce qu'elle n'est que machine, et elle a des objectifs limités. Elle n'est pas élue, elle n'est pas choisie. Elle peut devenir autonome, ça ressemble au lock-in, mais simplement, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dans la boîte. Ça, c'est la technique. De l'autre côté, il y a quelque chose qui tient plus de l'interaction avec l'être humain. Alors, on pourrait effectivement voir notre potentiel de long terme abîmé, par exemple, parce qu'on met de l'intelligence artificielle partout. Dans le contrôle aérien, dans le contrôle des autoroutes, dans l'enseignement universitaire. Et chaque fois qu'il y a une petite imperfection, les choses vont un peu de travers. Un avion se casse la gueule, parce qu'il y a des petites imperfections dans les machines, c'est normal. Un train déraille. Et petit à petit, cette accumulation de petites imperfections et l'envahissement de tous les processus de pensée par des petites machines fait que tout d'un coup, tout se grippe
surtout s'il y a un code langage partagé partout, et que justement c'est celui-là qui se met, qui se grippe, qui mute, eh bien tout part et les sociétés n'arrivent plus à fonctionner parce qu'on n'a plus d'alternative que ces machines à penser à notre place. Rappelez-vous, c'est écrit mécanisme philosophique. Je n'ai pas dit que ça se passe, je ne fais pas le procès de l'intelligence artificielle. L'humanité, elle a fait beaucoup de choses fantastiques et très effrayantes. J'ai des grandes conversations avec des gens beaucoup plus jeunes que moi et plus optimistes que moi, qui me disent toujours, mais Jean-Paul, on est là. Il y a eu la bombe atomique, on est là. Il y a eu la Saint-Barthélemy, on est toujours là. La laideur humaine, elle se manifeste, et puis on met en place des objets de gouvernance pour essayer de s'en sortir, et que vous faites tout un plat, vous, je ne sais pas qui c'est, sur l'intelligence artificielle, mais en fait, c'est juste de réinventer les mécanismes de coordination. Donc, voilà, je voulais juste vous dire que ça se passe dans la tête des philosophes. Accumulation de petites erreurs qui conduisent à un effondrement, une érosion radicale de l'agentivité, j'y reviendrai peut-être ou pas, c'est-à-dire, imaginez, je suis là et j'ai envie d'envoyer un mail à un étudiant. Il y a un étudiant dans la salle ? Bonjour, j'ai envie de t'envoyer un mail et pour te dire quelque chose dans le genre cher étudiant, pourrais-tu venir telle date à l'examen et tout, mais j'ai envie que le mail soit parfait, sans faute d'orthographe, avec un style amical, décontracté, mais ferme. Et donc, j'écris à ChatGPT, « Salut ChatGPT, est-ce que tu peux me faire un mail pour un étudiant que je dois convoquer pour un examen un peu désagréable, mais il faudrait que ce soit ferme, cool, rassurant, mais en même temps qu'il travaille fort. » Et hop, ChatGPT, il me sort un beau mail, « Cher étudiant, patati patata, je ne suis pas capable de le faire tout seul. » Et voilà, j'ai perdu cette capacité-là de penser notre relation et de la construire par les mots. Et donc, petit à petit, mon monde part. Et puis, autre chose, je tombe malade et je dois faire un mot d'excuse. Hop, je dis ma maladie et il le fait. Et puis, petit à petit, je croise une fille ou un garçon dans la rue et je suis éperdu d'amour. Et je me dis, je vais lui écrire une lettre. Mais je suis maladroit. Et au lieu d'utiliser l'homme au long nez, j'utilise ChatGPT. Et il m'écrit mes lettres d'amour. Et puis, un jour, je rencontre cette personne et je lui dis, c'est moi qui t'ai envoyé ces lettres. Et cette personne, comme elle vit dans le même monde, elle est contente que j'ai demandé à ChatGPT d'écrire la lettre à sa place, parce qu'elle aussi, elle a fait lire la lettre à ChatGPT à sa place en disant, mais qu'est-ce qu'il veut dire, le monsieur ? Est-ce que ça va durer longtemps ? Et petit à petit, ce mot agentivité, c'est la capacité de façonner le monde volontairement, eh bien, on va la perdre. On pourrait la perdre. Dans l'esprit des philosophes, on pourrait petit à petit ne plus avoir accès à tout ça. Et donc, il faut y penser. Ici, il y a un autre risque qui est j'ai mis à cheval là, parce que ça, c'est des risques un peu diffus qui touchent l'humain, et là, il y a plutôt un truc plus patate violent. Et là, c'est des risques sociopolitiques induits. Et là, typiquement, ce serait une augmentation des inégalités. Donner un excès de pouvoir à un agent peu aimable. Par exemple, on peut imaginer quelqu'un qui s'appelle Nolle Kusm. Et en verlan, ça ferait Elon Musk. Mais comme on ne parle pas verlan, ça ferait Nolle Kusm. Et que l'intelligence artificielle lui donne le pouvoir d'agir à des endroits où on n'a pas envie. Si c'est une personne qu'on n'aime pas, ça va nous déranger. Si c'est une personne qui n'a pas au cœur le monde dans son ensemble et sa diversité, ça va nous embêter. Je n'ai pas dit qu'Elon Musk était comme ça. Et donc, il pourrait y avoir des étages de coordination qui sont détruits. Pourquoi avoir des Nations Unies si on peut donner à une machine habile à la coordination des intérêts toutes ces décisions compliquées ? Et donc, à la fin, on pourrait avoir un risque sociopolitique, mais qui est induit par l'utilisation de ces machines. Et finalement, il y a le détournement, pur et simple. Je prends une intelligence artificielle, elle est super maligne, et je lui dis « Bonjour, je m'appelle Jean-François, j'ai 13 ans, et je vais faire un exposé au cours de chimie. » « Bonjour Jean-François, comment je peux t'aider ?» Eh bien voilà, j'ai entendu dire que si je mélangeais du nitrate avec une allumette, c'était dangereux et je ne voudrais pas faire de bêtises au laboratoire de chimie. Et effectivement, Jean-François, c'est très dangereux, ça pourrait faire tout exploser. Comment peux-je faire pour retarder cette explosion alors de 35 minutes ? Ah ben Jean-François, c'est assez simple, tu mettras des langes autour de ton nitrate, tu mettras une allumette plantée. C'est pas vrai, ça marche pas. Je l'invente sur le tout, donc ne m'écoutez pas comme si c'était vrai et n'essayez pas de mettre le feu à des langes, ça marche pas. Etc. Et à la fin, on détourne cette intelligence très productive pour faire des choses très vilaines. On acquiert un pouvoir phénoménal.
Bonjour, j'ai mon voisin dans la branche du pommier des passes, comment est-ce que je peux l'embêter? Et c'est infini, quoi. Et donc, tous ces mécanismes sont des mécanismes qui, à la fin, pourraient réduire le potentiel de long terme de l'humanité. C'est de ça dont on parle. Ça vaut la peine d'y penser. C'est le métier des gens à l'OVSQ, notamment. Voilà, je n'ai pas passé les petits rouges là, mais vous avez compris que c'était le but. Les philosophes, qui sont des gens pratiques et amicaux, apportent des solutions à ces questions. Par exemple, ils nous disent, voilà, et tous ces problèmes sont listés, et puis il y a toute une littérature sur les solutions. C'est pour ça que c'est chouette, ces histoires sinistres que je vous raconte, même les imaginaires sinistres, parce que ça nous permet de penser le pire pour l'éviter et construire le meilleur. On n'a pas toujours bien fait, on ne fera pas toujours bien, mais c'est ce qu'on a. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Donc par exemple, ils disent, faisons du boxing. Du boxing, c'est pas sur l'intelligence artificielle, c'est la mettre dans des boîtes fermées, étanches, et faisons-la tourner pour voir ce qui se passe, avant de la déployer dans le monde. C'est une bonne idée. Ils nous disent, mettez en place des tripwires, ils disent en anglais, j'ai traduit ça par interrupteur automatique, ce serait comme un fil qui éteint la machine quand elle fait une bêtise. Donc on ferait une liste des bêtises, et il y aurait une petite routine qui constamment consulte la machine, et le jour où tout d'un coup on voit nitrate allumette, paf, ça s'éteint. Etc., etc. Donc on mettrait des petits fils interrupteurs automatisés. Alors d'autres gens ont dit, mais c'est assez simple, il suffit de mettre dans la routine informatique, excusez-moi, je suis totalement ignorant des techniques, il y a plein de gens beaucoup plus compétents que moi, ils vont dire, mais il dit n'importe quoi, mais on va appeler ça une routine informatique, j'ai décidé. On met dans la routine informatique comme ordre supérieur des questions de morale. On définit, ça c'est le bien, ça c'est le mal on ne le fait pas, le bien on le fait. Et tout le reste de tes activités d'intelligence artificielle est conditionné par ça. Et toute ta motivation est pilotée par le respect de ces injonctions. On prend les 10 commandements, si on est dans un univers judéo-chrétien. On prend autre chose, si on est dans un autre univers. Donc ça, on contrôle les motivations. Et donc quand je dis à ma machine, fais un maximum de trombones, en fait, il y a une hiérarchie supérieure qui dit, toujours fais un maximum de trombones si cela n'embête pas les gens. Et donc, il va optimiser sous contrainte la production de... C'est toujours clair, je pense, j'espère. On est passé la moitié, et il est quelle heure? 13h07. Ben, on est passé la moitié. Tout va bien. Presque. Et puis, il y a des gens qui ont proposé de faire des routines d'amitié, de créer une façon de faire émerger une intelligence d'amitié pour l'humain dans les machines. Je ne sais pas comment on fait, mais c'est une proposition qui est chouette, qui est intéressante, etc. Je continue parce qu'il y en a une en rouge au milieu que j'aime vraiment bien. Alors, toutes ces solutions ici en haut, là, que je vous montre avec la flèche rouge, c'est des solutions techniques aux problèmes techniques. Ça se passe dans la machine. Mais on a aussi des solutions qu'on appelle les solutions de gouvernance. On peut faire une coordination mondiale, on peut se coordonner pour éviter d'avoir des intelligences artificielles dysfonctionnelles ou méchantes ou mal alignées ou ce que vous voulez. On peut essayer, pour ne pas polariser le monde, de partager équitablement les bénéfices de l'intelligence artificielle. Comme ça, au lieu d'exacerber les pauvretés, les différences et les inégalités et créer une tension qui pourrait déséquilibrer le monde, on essaye de converger le monde, faire converger les intérêts. On pourrait aussi investir dans l'intelligence artificielle différentiellement et dire, voilà, les fonds publics, ça ne marche plus. Voilà, les fonds publics, en fait, on ne va les investir que quand dans des intelligences artificielles contrôlées par un groupe de gens moraux, et on n'investit qu'à un endroit où ça fait le bien. Par exemple, l'intelligence artificielle pour détecter les gestes techniques à faire pour un médecin aux urgences quand un enfant arrive inconscient, ne va pas l'empêcher, hein. Et donc ça, on finance prioritairement. Mais l'intelligence artificielle est destinée à reconnaître quelqu'un dans un champ de bataille pour lui faire mal avec un couteau et des pics, ah ben ça on élimine, on ne finance pas. Et comme ça, petit à petit, on peut investir différentiellement et faire des choses mieux. Et puis on peut aussi mettre des contraintes non négociables supérieures, ce serait la façon, par exemple, de définir les interrupteurs automatisés, par exemple de contrôler les motivations et de définir ce qu'est un ami. Et pour finir, il y a la proposition la plus magique, la plus magnifique qui vient d'un collègue qui s'appelle Bostrom, qui est un expert du risque existentiel. Et c'est lourd ça. Et cette proposition donc, qui est là, c'est de demander à une IA de deviner tout ce qui serait important pour l'humain, de protéger dans le cadre de l'application de l'IA, même ce que l'humain ne sait pas encore.
Donc on arrivera à dire à l'IA, voilà, réfléchis bien, regarde tout le monde, toute cette diversité du monde, toute cette façon de penser, et identifie toutes les choses qui seraient mauvaises, et on donne à cette IA-là, qui a cette connaissance-là, le rôle de gouverner le déploiement de toutes les IA dans le monde. Trop bien. Donc voilà, ça c'est des solutions proposées. Ce que je voudrais qu'on garde en tête ici, peut-être, juste pour le chemin qu'on fait ensemble, c'est que dans les films, autonomie égale danger, très sérieusement. Et puis le reste, c'est chouette, on se prend la tête parce que c'est des questions qui nous rendent plus humains. Dans la philosophie, on a quand même l'émergence de l'idée de la méchanceté des humains, des gens qui veulent s'enrichir trop, des gens qui veulent faire trop de mal aux autres, ça existe. Et eux pourraient devenir très puissants, avec une machine très puissante. Et donc il y a l'émergence d'un imaginaire différent, pas totalement différent. Beaucoup de là-dedans, c'est la fin du monde, oulala, Matrix, etc. Mais voilà, juste qu'on garde ça en tête. Et finalement, on arrive à la Commission européenne, à l'Union européenne. Donc le code de bonne conduite, ou le code de bonne pratique, j'ai oublié maintenant, mais j'ai écrit conduite là. Ça, c'est ma réinterprétation du logo de la loi sur l'intelligence artificielle, la loi européenne sur l'intelligence artificielle. Ça, c'est ma réinterprétation du drapeau de l'Europe. Ça a la forme d'un cœur parce que j'aime tout ça. OK. Donc on a une loi, et dans cette loi, c'est très technique, la loi sur l'IA. C'est impossible pour moi d'expliquer ça déjà avec cette diversité d'expériences en face de moi. Et puis, il faudrait des heures, il faudrait un cours, il faudrait... Donc, il y a une loi, et dans cette loi, ils identifient 4 types d'IA. L'IA interdite, l'IA qui présente des risques importants, et toutes sortes d'IA qui ne nous intéressent pas. On va dire ça comme ça parce qu'on ne voit pas en quoi ça pourrait embêter le monde, et qui sont assez faciles à traiter. Et donc, ils vont surtout, ce qui va nous intéresser, c'est dire qu'est-ce qu'ils interdisent, et qu'est-ce qu'ils encadrent strictement. Et ce qui est important de savoir, c'est que la loi, elle est entrée en vigueur en 2004, en août 2004, en juillet, août 2004, peut-être le 20 juillet, peut-être le 2 août, j'ai un croisement de mémoire là, entre deux dates. Et ils ont dit ça va être phasé. On va commencer par interdire ce qui doit vraiment être interdit. Et puis on va laisser l'industrie s'adapter à nos nouvelles règles pour gérer les risques vraiment dangereux. Et on est dans cette période-là, on est dans cette période où on a un temps pour essayer de trouver comment on fait pour gérer les risques de l'IA. C'est l'industrie, je ne suis pas l'industrie, mais je dis on parce que c'est plus facile. Et donc, on est dans ce temps-là, et dans ce temps-là, il y a un code de bonne pratique qui est utilisé pour essayer de guider les gens, et c'est ce code de bonne pratique dont je vais un peu vous parler avec le temps qui reste. Pourquoi j'ai choisi ce code de bonne pratique pour vous parler c'est parce que... Je vais vérifier parce que j'ai oublié ce qu'il y a dans mes diapositives. Non, je ne vais pas. Rewind. Non. Les pratiques avec une intelligence artificielle, c'est qu'on peut la faire redémarrer à un endroit et prendre un autre chemin. Donc vous oubliez tout ce que je viens de dire. Je vais vous parler de la loi sur l'IA. Et je vais vous dire qu'est-ce qui est interdit. Sont interdits qui rendent possible la mise en œuvre de techniques subliminales manipulatrices. Donc cette diapositive, elle est nouvelle, et donc nouvelle dans ma tête. Je voulais juste vous dire qu'il y a quand même dans la loi des choses très importantes qui ne sont pas du tout dans tous ces éléments dont je viens de parler, et qui sont fantastiques. Par exemple, on ne peut pas utiliser l'IA pour manipuler les gens. C'est interdit en Europe. Toute personne qui commercialise l'IA devra démontrer que son IA ne peut pas être utilisée pour ça. Et c'est quand même rassurant. Le problème, c'est qu'il y a d'autres pays, d'autres cultures, d'autres façons de faire. Mais quand même, c'est là. Et puis, voilà. Les vulnérabilités liées à l'âge, au handicap ou à la situation socio-économique ne peuvent pas être exploitées par l'IA. On ne peut pas utiliser l'IA pour cibler des groupes fragiles, pour les exploiter. C'est interdit. C'est déjà interdit, passage en vigueur. Après, on peut en parler, je peux vous raconter des histoires comme ça, mais peu importe. On ne peut pas faire de la catégorisation biométrique pour déduire des attributs. Par exemple, me regarder me déplacer, mesurer mes machins et déduire quelle est mon orientation sexuelle, ma nationalité. Voilà, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas utiliser une intelligence artificielle qui regarderait beaucoup de gens d'un certain type et les rangerait.
Ça doit rester ça. Le scoring social et la déduction d'état émotionnel au travail. Le scoring social, c'est quelque chose qui existe dans certains pays. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle vous repère par biométrie, par exemple, traversant au feu rouge. Et puis, ça rentre dans une base de données, vous avez -1, comme citoyen. Et puis, un autre jour, vous marchez dans une crotte de chien, mais vous vous essuyez là, au lieu d'aller soigneusement laver votre chaussure à un endroit convenable. Chaque encore -1. Ça, c'est interdit. On ne peut pas faire ça. Il y a des pays où les gens perdent un emploi à cause de ça. Leur scoring social baisse trop et ils sont mis à l'écart de la société. Pour des bêtises comme traverser la rue, tirer la langue, jurer, insulter le suprême leader ou ce que vous voulez. Et puis, la déduction d'état émotionnel au travail. Donc, par exemple, j'ai ma chef ici, elle s'appelle Valérie. Et Valérie me gronde. Et moi, je me dis, oh non, Valérie, elle me gronde, mais je vais faire bonne figure. Je vais rester comme ça, c'est pas vrai, elle me gronde jamais, et puis ça n'arriverait pas. Parce que je suis très, très discipliné. Et donc, mais à l'intérieur, je boue. Et une intelligence artificielle, elle pourrait me voir bouillir à l'intérieur. Parce qu'elle est capable de voir plein de signaux en même temps. Et Valérie, malgré son talent, elle ne pourrait pas voir que je boue à l'intérieur. Donc ça, c'est interdit, qu'elle ait un petit écran qui dit « Oh, il est fâché, le monsieur, même s'il a l'air content. » Excuse-moi de t'avoir plongé dans l'eau chaude, Valérie. Ouais, moi, un point pour mon scoring social. Mais ça, c'est de l'intelligence humaine. Une série de dérives associées au maintien de l'ordre. On ne peut pas utiliser l'IA en temps réel pour contrôler une manif, pour ceci, pour cela. On est obligé de démontrer qu'on utilise l'IA en temps réel parce que les vies sauvées seraient beaucoup plus grandes que les vies affectées. Donc il y a quelques cas, disparition d'enfants, où on peut tout d'un coup faire très 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 vite de l'identification en temps réel parce que ça permet de travailler sur du flux vidéo important. Et je pense qu'il y a un consensus dans cette pièce que la disparition d'enfants est un cas exceptionnel. Après, on sait très bien que les cas exceptionnels permettent aux États de dériver vers des cas moins exceptionnels, et ça, c'est un travail à faire dans la définition des bonnes pratiques. Mais quand même, ça, c'est interdit en Europe. On ne peut commercialiser ou rendre disponible un système qui ferait ces choses-là. Est encadré fermement les systèmes qui génèrent des enjeux systémiques. Les enjeux systémiques, c'est défini comme des enjeux qui toucheraient beaucoup de choses en Europe. Beaucoup de secteurs de l'économie, beaucoup d'endroits, je ne peux pas vous faire une théorie des enjeux systémiques, mais disons une IA qui serait dans tout le système énergétique européen, ben ça c'est un danger systémique. Si elle tombe en panne, il y a quand même grave. Voilà, un enjeu systémique, une IA qui relèche dans l'air Covid-27, pas bon. Le système ayant une capacité de calcul au-delà d'un certain niveau, donc on considère que des IA très performantes, ce qui est le cas des intelligences artificielles génératives avec lesquelles les gens interagissent aujourd'hui, à partir d'une certaine visée de calcul, on considère que c'est dangereux systémiquement. Parce que plein de gens peuvent l'utiliser en même temps, donc si ça délire en même temps, ça a un impact très large. Du coup, les modèles généraux d'intelligence artificielle, qui sont ces objets qu'on utilise souvent, tout système associé à des activités sensibles, vous allez me dire, mais c'est un peu la même chose. Oui, ça, ils sont très explicites parce qu'ils veulent vraiment faire attention, et d'autres choses que je ne vous raconte pas aujourd'hui. Mais donc, il y a vraiment un encadrement strict. Et alors là, je fais une pause et je dis, à la lumière de ce que nous avons dans le monde des expériences de pensée cinématographiques et philosophiques, un constat émerge déjà. Qu'est-ce que vous voyez là, entre ce système réglementaire-là et tout ce que j'ai raconté avant ? Il y a une conscience des enjeux, il y a une conscience importante des enjeux, je pense que c'est quelque chose d'important, et il y a une conscience du fait que les enjeux urgents, que j'ai entendu une voix ? Oui, ce sont des risques, et ce sont des risques liés à quoi ? Je n'ai pas d'IA dans mes oreilles. La perte de contrôle, peut-être, mais je ne crois pas. En tout cas, vous devriez me définir mieux la perte de contrôle. La perte de contrôle sur les gens qui utilisent l'IA ou la perte de contrôle sur l'IA elle-même ? Oui, je crois que dans le texte de l'Union européenne, c'est surtout la perte de contrôle sur les gens. C'est ça que je voulais voir. Je comprends les inquiétudes qui viennent d'avant, mais je pense que le texte, c'est à propos de la mauvaise utilisation. Soit d'une utilisation à la légère dans trop d'endroits, soit d'une utilisation à la légère dans des endroits où les fragilités seraient très graves, ou d'utilisation malveillante, tout simplement. Donc, l'histoire de l'autonomie est importante, je n'ai pas du tout envie de... Mais il y a une espèce de quelque chose qui se passe là, qui est différent. Et Paula, j'ai combien de temps? Je ne sais vraiment pas. Au moins 20 minutes. Merci. Et ce sera... On libère dans 10 minutes. Faut qu'on libère dans 10 minutes. Oui. Ouh.
Donc, je vais appuyer sur l'accélérateur. Le code de bonne pratique, c'est deux articles de cette loi. Une loi sur les droits d'auteur et la transparence, on ne va pas en parler, mais il faut respecter les droits d'auteur quand on déploie de l'IA, et il faut être transparent, il faut rendre les codes disponibles, faire des rapports, etc. Et un texte sur un protocole de gestion des risques qui est composé de 10 engagements. Et je ne vais pas y aller en détail parce que je pense que j'ai des choses plus importantes à vous dire bientôt. Mais voilà, les fournisseurs d'IA en Europe, s'ils s'engagent à ça, ils sont considérés comme conformes à la loi. Et ces engagements sont pas tirés par les cheveux, ils ne sont pas paresseux, ils ont été longuement négociés. C'est pour ça que j'avais envie de vous montrer ça. D'un côté, il y avait l'industrie, de l'autre côté, il y avait des groupes de protection des citoyens, il y avait des fonctionnaires, il y avait des scientifiques, tous ces gens ont tiré et poussé, parce qu'ils ont des intérêts différents. Et à la fin, c'est arrivé à cette idée-là qu'il faut élaborer, mettre en œuvre, actualiser un cadre de sécurité et de sûreté, ne me demandez pas la différence, identifier les risques systémiques que notre modèle d'IA pourrait faire, analyser chaque risque systémique identifié avec soin, définir des critères d'acceptabilité pour ces risques, donc savoir jusqu'où on peut aller avec cette IA dans le cadre du risque systémique identifié, mettre en place des méthodes d'atténuation du risque adéquates, donc à réfléchir à comment on empêche ça, assurer un niveau de cybersécurité approprié pour le modèle et l'infrastructure physique sous-jacente, donc protéger notre machine pour que quelqu'un de malveillant ne puisse pas s'en emparer une fois qu'on a fait les choses, produire un rapport de sécurité et de sûreté avant la mise sur le marché pour que les personnes puissent savoir à quoi s'attendre avec cette machine-là, établir une culture du risque intégrée, et ça veut dire définir des responsabilités, mettre les moyens et promouvoir cette culture du risque au sein de l'entreprise qui fait le modèle d'intelligence artificielle, suivre, documenter et signaler sans délai les incidents graves. Je veux dire, c'est difficile de trouver quelque chose de pas vertueux là-dedans. Il y a peut-être des points aveugles, mais c'est difficile de ne pas documenter l'application de ces engagements. 5 minutes. Conclusion. Moi, quand j'ai eu envie de faire cette intervention et de réfléchir à ces questions, c'était parti d'une idée ou d'une intuition qui était sans doute fausse ou peut-être vraie, mais qui m'a apporté le temps de préparer ce travail. Et cette intuition, c'est que, elle est peut-être fausse, c'est que nous tous, notre image de l'IA est une image un peu d'Épinal héritée de la culture populaire. Et donc c'est assez simple, il y a des questions philosophiques et il y a du danger dans l'autonomie. Et quand j'étais en conversation avec des gens qui travaillent sur la sécurisation réelle de l'IA, ils me disaient « Mais Jean-Paul, des histoires, c'est vraiment important, mais avant ça, pense aux personnes mal intentionnées, au pouvoir que ça leur donnera. » Et ça avait été un point aveugle pour moi. Et j'avais eu envie de décrypter ce point aveugle. Pourquoi est-ce que j'étais obsédé par l'autonomie de la pensée des IA ? En fait, mon chat, quand j'avais un chat, il était autonome de moi de longs moments. Ça ne m'empêchait pas de l'aimer, il était différent. Il me griffait, parfois il me mordait, bien sûr pas avec les conséquences de l'IA. Mais enfin, il y a toutes sortes de situations d'autonomie proches que nous acceptons bien. Qu'est-ce qui faisait que j'avais cette obsession pour ça et pas autre chose ? Et donc je me suis mis à creuser dans les films, les romans, les machins et tout, dans ma tête pour m'occuper, parce que par ailleurs je travaille sur les risques existentiels. Et puis je me suis dit, mais nom d'un petit bonhomme, ça fait longtemps au labo qu'on travaille sur des risques existentiels environnementaux, mais pas du tout des trucs technologiques. Et donc c'était l'occasion de revenir voir la littérature. Et j'ai vu en voyant dans la littérature que ça avait progressé la pensée, qu'on pensait à la fois à l'objet danger et à l'utilisation de l'objet danger. Et puis quand je passe à l'Union européenne, eh bien c'est essentiellement l'utilisation dont il est question. Pas seulement, il y a des articles de transparence de ceci, de cela, mais c'est uniquement l'utilisation. Et je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr. En fait, on se souvient, pour les moins jeunes d'entre nous, on se souvient qu'il a suffi de gens complètement fous aux manettes d'un avion pour que le monde change totalement du jour au lendemain. Un objet technique tout simple, s'il est entre de mauvaises mains, et donc, oui, s'ils ne sont pas bêtes, les technocrates quand même, de la commission. Mais enfin, pas bêtes, on verra. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a pu essayer, j'ai essayé avec vous, un petit bout de chemin comme ça, de cartographier des imaginaires de créateurs commerçants dans le cas du cinéma, des imaginaires de philosophes et des imaginaires de techniciens. Et on voit que ces choses se complètent et nous permettent de penser le monde
différemment. Si vous me demandez, moi, quels sont les vrais problèmes de l'IA, je pourrais vous dire, mais je ne vous dirai pas. Et puis, on se dit que, somme toute, je pense que c'est évident aujourd'hui pour moi, peut-être pas pour vous, que l'imaginaire de la création, il n'est pas très riche. C'est des petites pistes, mais en fait, beaucoup de ces gens, ils nous divertissent. Et nous divertir, c'est quand même attirer notre attention ailleurs de là où ça compte. Hein. Donc, ils nous font prendre un chemin sur le côté. Et donc, ça vaut la peine de se dire qu'il y a quelque chose qui cloche là. Mais si ça cloche là, c'est quand même des gens qui ont beaucoup de moyens et beaucoup d'intelligence. Ça peut clocher là ou là. Et donc, ça vaut la peine de s'informer mutuellement en fonction des mondes qu'on fréquente. Je dis exactement ça ici et là. Et je terminais par alors, quels sont les vrais risques de l'IA? Est-ce que vous voulez ouvrir le débat? Mais on n'a sans doute pas le temps. Ah, merci, c'est fini. Mais on pourra en parler. C'est pas fini du tout, c'est pas fini du tout. Et c'est pas vrai, c'est pas fini. C'est des mensonges, c'est pas fini du tout. D'abord, j'ai promis à Paula d'expliquer l'affiche. Parce que quand elle a reçu mon affiche, elle m'a dit « Jean-Paul, il faut une affiche pour demain. » J'ai envoyé une affiche. Elle m'a dit « Oui, bon, d'accord, c'est bizarre ton affiche, mais si tu l'expliques, tu pourras la voir. » Alors, je vais vous dire ce que est l'IA pour moi. L'IA, pour moi, c'est d'abord un espace de liberté. Ça nous enlève des tâches. Et qu'est-ce qu'on aime être libre, comme un lapin statufié qui court? Qu'est-ce qu'on aime être libre comme une cigogne qui vole dans les champs? Mais qu'est-ce qu'on aime encore plus être libre comme des mouettes sur le bassin de la Villette? Et donc j'ai pris la photo des mouettes en me disant l'IA c'est la liberté. Mais l'IA c'est pas que la liberté, c'est aussi la nécessité d'une résistance têtue. Parce que ce qui est facile, c'est séduisant, mais non, non, non. Il faut y réfléchir et se dire où est-ce qu'on n'accepte pas de se laisser voler notre autonomie. Et la résistance têtue, c'est par exemple le monde de la nature où les chats ne pondront jamais. Le monde, voilà, ça y est, je vais être ému. Le monde de la résistance têtue, c'est le monde des mamans qui viennent du monde rural en ville avec des enfants pour vendre des colifichets parce que chaque soir, elles doivent nourrir leur famille. Et ces gens-là, ils ne vont pas être aidés par l'intelligence artificielle et ça aussi, c'est la résistance têtue. Mais la résistance têtue, c'est aussi les ânes qui avancent et à qui on ne donne pas à boire s'ils n'ont pas soif. Donc, j'ai pris ça pour l'affiche. Donc, j'ai collé des mouettes et un âne. Mais l'IA, c'est aussi un besoin d'énergie. Et donc, j'ai cherché des photos d'énergie. Ça, c'est la centrale thermique qui sert de backup pour Venise. C'est donc un objet extrêmement peu vénitien et extrêmement vénitien. C'est marrant, hein? Vous imaginez ça à côté d'un des palais? Ça ferait mauvaise figure, pourtant, c'est là. Si je monte là, je vois Venise en face. Et donc, je me disais que c'était chouette, ça montait un peu culture, énergie, machin... Puis je me suis dit non. Et puis j'ai fait une œuvre d'art avec un feu. Puis je me suis dit non. Et donc pour finir, j'ai pris ce champ d'éolienne pour exprimer les besoins d'énergie. Et à la fin, tout ensemble, ça donnait, vous avez compris, l'affiche. Tout a un sens. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Paul. On va passer aux questions. Est-ce que on va laisser on va dire 5-10 minutes pour des questions. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. J'avais une question qui me paraît importante. Ne t'en fais pas, les salles font du bruit, mais on entend. Alors au sein des étudiants en droit, parce que je suis étudiant en droit, et plus largement des étudiants en sciences humaines, et puis même, si on prend au sens large aussi le monde professionnel du droit, il y a une inquiétude qui existe maintenant depuis quelques années. Et cette inquiétude, elle se porte sur la révolution, pour certains, ou l'évolution, tout simplement, que constitue l'intelligence artificielle. Sur l'emploi, sur le besoin des justiciables de recourir par exemple à un avocat, alors que l'IA peut faire le travail d'un avocat plus vite, plus efficacement parfois. Ça dépend en fait des IA qu'on utilise. Et donc voilà, je voudrais avoir votre retour. D'accord.
ce n'est pas pour te ficher définitivement, mais je préfère m'adresser aux gens par leur nom. Oui, je m'appelle Kéron. Kéron. Oui. Écoute, Kéron, voilà la réponse que je peux te faire, mais je ne suis pas Nostradamus. C'est une classe qui commence à 14h et du coup... Je vais foncer avec une réponse rapide, mais c'est vraiment compliqué. La première chose, c'est que l'intelligence, ce n'est pas que la capacité à processer des données. L'intelligence est une capacité morale et émotionnelle. C'est une capacité relationnelle. Ces 4 intelligences sont nécessaires pour arbitrer des choses qui relèvent de l'éthique, du droit, de la relation humaine. L'intelligence artificielle n'est que une capacité à faire du calcul. À la fin, c'est que ça, fantastiquement, magnifiquement, mais ça se nourrit de données pour les reconfigurer et te les redonner, avec une puissance et une capacité à nous rouler dans la farine exceptionnelle, mais le relationnel n'y sera pas, parce que l'expérience humaine est quand même singulière, l'émotionnel n'y sera pas, on peut le coder, on peut l'inventer, on peut dire les émotions de Jean-Paul, c'est celles qui font référence, mais ça n'existe pas, les émotions qui font référence. Ça n'existe pas chez l'humain la morale qui fait référence, et ça n'existe pas chez l'humain un type de relationnel qui fait référence. Il y a une diversité, et c'est cette diversité qui fait que l'humain a parcouru tous ces siècles comme espèce, parce que quand il y a un problème, on a toujours une solution. Et donc, si le droit a recours totalement à l'intelligence artificielle, ben c'est réduire l'intelligence à un effet. Et c'est pour moi un des plus grands risques de l'intelligence artificielle, c'est de faire croire cette bêtise que l'intelligence n'est qu'une capacité cognitive de process d'information. Alors que c'est beaucoup plus de choses. C'est notre relation, c'est notre émotion, c'est tout ça. Et tout ça, on doit garder, sanctuariser et sanctuariser dans le droit. Il n'y a pas d'émergence morale chez les machines, il y a juste ce qu'on leur dit, ce qu'est la morale, par des grandes données désordonnées. Merci beaucoup, Dieu. Ma question reprend ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire pour les jeunes générations, il ne faudrait pas que l'intelligence artificielle se substitue à l'intelligence naturelle. Et je pense qu'il faut laisser une place à l'intelligence naturelle. Et je pense que nous, dans cette salle certainement, et nous en grande majorité, sommes très forts sur cette longueur d'onde, et que le plus difficile, ce sera de contrôler des gens très puissants qui ne sont pas sur cette longueur d'onde. C'est vraiment quelque chose de très compliqué qu'il va falloir faire. Il y a déjà eu des gens très puissants et très toxiques. Il y a eu des gens qui s'appelaient Staline, il y a eu des gens qui s'appelaient Adolf Hitler, il y a eu des gens qui avaient une puissance incroyable et une méchanceté sans fond. Eh bien, il va falloir travailler à ça avec maintenant un objet supplémentaire qui est... Et cette intelligence naturelle, moi je pense que c'est important qu'on soit explicite sur le fait qu'il y a le processus d'information, faire des calculs, tout ça, mais il y a aussi regarder quelqu'un dans les yeux, avoir de l'empathie, être fâché, toutes ces choses qui ne relèvent pas du processus d'information. L'intelligence naturelle, oui, humaine, jeune homme. Il faut la garder, la maintenir et même la développer. Et la sanctuariser, mais en croissance. Ouais. Mais ce que nous sommes, l'humain. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans votre présentation, et j'ai l'impression qu'il y a 2 mondes géographiques qui s'opposent. La partie création cinématographique, sauf erreur de ma part, mais j'ai le sentiment qu'il n'y avait que des films américains qui étaient... Il y avait Big Bug, Big Bug, Big Bug, Big Bug, Big Bug, il y avait Big Bug. Big Bug est français, donc je me suis d'accord avec toi, tout à fait. Et la troisième partie, sur l'aspect technique, c'est la législation européenne. Et de ce fait, j'ai le sentiment que les Américains, peut-être ils s'amusent avec l'IA, alors que l'Europe, elle va avoir tendance à vouloir réfléchir sur la condition humaine. Je ne sais pas où sont situés les philosophes. Oui. Écoute, il y aurait plein de fils à défaire dans ce que tu dis. D'abord, un fil méthodologique pour mon travail, de se demander est-ce qu'on peut comparer des cultures. Moi, je suis d'une génération, plus que la tienne, qui a embrassé la mondialisation culturelle. On regardait des films américains, français, machin, et puis de tous les autres pays, c'était un peu naturel. Et donc, tu vois, et le monde est en train de se repolariser, je ne dis pas pour toi, mais c'est en train de se repolariser. Donc, effectivement, tout d'un coup, les institutions européennes ne ressemblent plus aux institutions américaines du tout. Et effectivement, il y a un travail à faire. Après, c'est quand même vachement mondialisé, ce machin. Tout ce qu'on fait, c'est que l'Europe essaye de se protéger.
et que la Commission européenne est une structure institutionnelle d'un grand sérieux. Ça devient très rare dans le monde. Très, très rare. Ils prennent les choses au premier degré, ils font bien. C'est lié à des valeurs, etc. On peut discuter du marché libre, on peut discuter de plein de choses qui ne marchent pas. Hein. Mais là, il y a quand même la prise en main d'un problème important. Ça ne répond pas à ta question, mais je ne peux pas répondre comme ça. Je ne sais pas qui est suivant et il va falloir sortir. Vas-y, il a déjà eu sa question. Merci Nicolas, merci pour votre présentation. Dans mon travail, je travaille en informatique, on nous pousse de plus en plus à travailler avec l'IA. Mais depuis que je travaille avec l'IA, j'ai jamais entendu parler de ce qu'on pourrait dire des lois de l'informatique, les lois de la robotique qu'avait inventé Isaac Asimov à l'époque. Et je m'étonne que ce genre de loi ne soit même pas pensée, même pas abordée à un moment donné. Alors, Vicky, dans le film, elle applique les lois, elle applique les lois d'Asimov jusqu'à une logique absurde, hein, pour protéger l'humanité. Mais oui, alors je pense que si on avait fait le même exercice avec des romans et la science-fiction écrite, ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi de le faire, parce que c'est beaucoup plus de textes à travailler, etc. Et j'avais envie d'être prêt pour aujourd'hui. Puis voilà, ça me permettait de joindre l'utile au décérébré. Et donc, oui, moi je vais te dire une chose, c'est que je crois, je crains, je sais que la majorité des formations techniques et d'ingénierie en France ne disposent pas de cours solides et sérieux d'éthique ou de philosophie. Or, on donne les manettes du monde à une catégorie socio-professionnelle particulière. Et c'est justement celle qui est obligée d'inventer une éthique dans la pratique, chemin faisant, parce que les bases n'ont pas été données. Et c'est dommage, c'est dommage. Et il n'y a pas longtemps, j'ai voulu proposer un enseignement d'éthique pour un master en quelque chose. Si je dis en quoi, le collègue va savoir que je parle de lui. Et la réponse a été « Oh non, on n'a pas assez de temps, on doit faire des cours de calcul et de physique, ça leur servira à rien ». Et évidemment, je peux entamer un débat, genre Courroucé, vieux monsieur de 60 ans qui est fâché. Ça leur servira beaucoup parce qu'ils sont en train de gâcher le monde, mais non. En fait, c'est très difficile. Et donc, ce que je ferai aussi, par exemple, c'est toi, par rapport à ta profession, tu t'en empares et tu dis à tous tes collègues, nous allons demander à l'UVSQ de créer un DU en éthique informatique et on va le payer sur nos frais de formation professionnelle. Et c'est... Parce qu'il faut... ça ressemble à une blague, mais il faut. On a besoin. Et j'ai plein d'anecdotes comme ça, c'est infini. Je vends ma soupe. Ma soupe de la morale, je la vends parce qu'on en a besoin. Il y a une classe qui va commencer. Vas-y, s'il te plaît. Je tutoie les gens indiscriminés. Je m'appelle Didier. On parle beaucoup de l'IA comme une révolution technologique. On parle peu des impacts environnementaux d'IA. Alors, je ne pourrais pas donner une réponse très, très intelligente autre que celle-ci d'une situation de cul-de-sac dans laquelle beaucoup de gens se trouvent. On est un groupe de scientifiques à militer pour un encadrement très intelligent et positif de l'IA dans le monde universitaire. Et une des règles qu'on a, c'est n'utilise pas d'IA si cela nuit à un homme, à un animal ou à la nature. Et ça veut dire n'utilise pas l'IA aujourd'hui. Parce que les impacts environnementaux sont effarants. Et en outre, la propriété des grandes données, la propriété des grandes données que l'on nourrit des gens qui ne sont pas bien intentionnés. Donc c'est compliqué, mais c'est facile de faire la morale ici, assis sur mon bureau. Et le problème, c'est qu'elle est là, et on doit apprendre à domestiquer, et pas juger les gens. Je veux dire, je ne dis pas que tu juges les gens, hein, mais moi, dans ce que je viens de dire, ça donnait l'impression, la personne qui utilise l'IA, elle détruit la nature. Non, c'est qu'il y a une espèce de tension terrible qui s'installe, et on doit apprendre à la gérer. C'est le but de ce genre d'exercice. Comment on gère, y penser, et faire. Je vais m'arrêter, c'est promis. Avant la conférence, je vous ai fait remplir un questionnaire. Les résultats sont disponibles déjà en ligne, mais je n'ai pas le temps de vous les montrer, mais les tableaux sont dessinés, tout est bien, car on est des super forts, on n'a pas utilisé l'IA. De A jusqu'à Z, je n'ai pas utilisé l'IA pour cette présentation, ni pour remplir le questionnaire, ni pour la...
Ce que je voulais vous dire, c'est que si je vous ai donné ce questionnaire à remplir, c'est pas seulement pour savoir ce que vous pensiez, c'est pour créer un ancrage dans votre mémoire sur ce que vous pensiez de ces histoires avant d'entrer dans la conférence. Vous voyez, vous avez été obligé d'y réfléchir pour répondre au questionnaire. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de maintenant voir, grosso modo, qui, grâce à la conférence, a changé d'avis, a vu s'est déplacé, ou bien est-ce que ça a juste renforcé vos idées? Alors, qui a l'impression d'avoir été déplacé, changé par ce que j'ai fait? Tu as bien raison de déjà lever la main, ça va encourager d'autres. Mais gardez les mains levées parce que pour moi, c'est important d'avoir un feedback pareil pour comprendre ce que je fais. Une minorité qui grandit petit à petit. Ok. Jean-Paul, Valérie me dit que tu peux prendre 2 minutes pour projeter les résultats, si tu veux. Yes. Alors, ça allait de pas d'accord à d'accord ou d'accord à pas d'accord, j'ai oublié. Pas d'accord à tout à fait d'accord. Pas d'accord à tout à fait d'accord. Donc, vous avez rempli ça, 5 personnes terriblement serviables, Valérie, Charlotte, Hugo, Simon et Anne-Laure ont pris vos questionnaires, les ont rentrés dans un machin en ligne, qui était branché sur un machin qui faisait des graphes. C'est moi qui ai tout fait. Quand je pense à l'IA, je pense d'abord à des robots humanoïdes. Donc, beaucoup de gens, c'est pas vrai du tout. Parce que ça, c'est vraiment ceux qui ne sont pas d'accord, ça, c'est ceux qui hésitent, et ça, c'est peu. Je ne sais pas quoi faire de chaque chose, je ne vais pas commenter, mais simplement, ça nous donne une idée. Quand j'ai envoyé l'affiche, enfin, quand j'ai dessiné l'affiche, je l'ai montrée à ma moitié, qui m'a dit « Oh, mais pourquoi tu n'as pas mis un robot ?» Et donc, parce que ça vient dans l'esprit des gens, mais clairement pas aussi, de façon aussi prégnante que je pensais. Les films, séries, romans de science-fiction ont influencé ma vision de l'IA. Je pensais que les gens diraient très d'accord, c'est une de mes hypothèses de travail, c'est pour ça que j'ai pris le temps de regarder ces films. Et donc ça vient d'ailleurs, vos idées, pour beaucoup de gens, et il y a quand même un paquet pour qui ça vient. Ça va? C'est peut-être pas passionnant, mais moi je trouve ça chouette de voir ça, parce que comme vous étiez en face de moi pendant quand même quelques heures. Alors, où est-ce que j'en suis là? Hop. J'ai pas l'écran en face. Oui. Ah. C'était trop beau. L'IA évoque pour moi une forme d'intelligence indépendante de l'humain, complètement plat. Il y a des gens oui, il y a des gens non. Moi, je pensais que ce serait envoyé là-bas. Hein. C'est mon hypothèse sur les imaginaires cinématographiques quand même. Je pensais que c'était tellement influent que ce serait là. L'IA me semble déjà omniprésente dans la vie quotidienne. C'est le cas, je pense que c'est normal, c'est le cas. L'IA représente avant tout une opportunité pour la société. On ne sait pas trop pour l'instant, hein, c'est serré. On se pose des questions. L'IA constitue essentiellement une menace pour l'humain dans le long terme, plus d'une génération humaine, là c'est plutôt d'accord. Donc le discours sur le risque existentiel existe. L'important c'était le long terme. Les risques de l'IA dépassent largement les bénéfices, c'est comme en haut, c'est moitié-moitié, on ne sait pas bien. C'est des statistiques amateurs. Hein. Les risques de l'IA sont surtout liés à son usage par l'humain plutôt qu'à la technologie elle-même. Vous êtes tous des eurocrates, en tout cas en stricte majorité. C'est ça la difficulté. Moi, c'était hors écran radar. Comme quoi, on ne peut pas utiliser son expérience pour penser le monde. Les risques de l'IA sont surtout liés à l'émergence de structures privées humaines d'entreprises ayant plus de pouvoir que les États. C'est, à la fois, je commence à me demander si on n'a pas été échantillonné dans la rue des gens un peu particuliers. Mais heureusement, je connais l'existence du Code de bonne conduite de l'Union européenne, ça on ne connaît pas, effectivement. Il y a un gros problème de communication vers la population large. Aujourd'hui, j'ai contribué à faire connaître ça, ça a au moins servi à quelque chose. Les consultations sont fermées pour l'instant, je pense, mais il y a un endroit où on peut donner son avis. Ils lisent pour du vrai, contrairement au cahier de doléances. Je l'ai dit. Ces trucs-là, la Commission européenne, elle les lit. Il y a des gens qui sont payés pour lire, analyser, coder.
Je sais, ou j'imagine que l'Union européenne fait globalement confiance à la science pour encadrer l'IA. On ne sait pas vraiment. Globalement, la confiance est dans la technique et la science. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Je pense qu'il faut aussi la gouvernance, etc. Mais globalement, c'est ça. Les politiques publiques sont un lieu de prévention des risques de l'IA. Sous-entendu, il s'agit tout d'une question de politique, plutôt d'accord. En sachant que dans des questions courtes comme ça, on ne peut pas être très riche sur le contenu. Dans mon écran, ça apparaît à l'envers, mais les citoyens devraient participer activement aux décisions sur la régulation de l'IA. Engagez-vous. Enfin, oui, ça y est, vous êtes là. Mais continuez à rester engagés parce que c'est quand même une source de liberté. Dans toutes les sources de liberté, une résistance têtue est nécessaire. Et puis, on a le problème de la consommation d'énergie qui fait que c'est une catastrophe environnementale qu'on doit trouver un moyen de régler avant de... Voilà. Merci.